Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Au menu cette semaine, la gouvernance en Afrique et la polémique qui enfle face à d'éventuels changements constitutionnels dans certains pays du continent. Des Congolais dans la rue pour dire non à toute modification de la Constitution en vue des élections présidentielles de 2016. Des voix s'élèvent également au Burundi, au Congo-Brazzaville et au Burkina Faso au moment où la fondation Mo Ibrahim vient de dresser un bilan mitigé de la gouvernance. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Ce jeudi même à Washington, une table ronde a été organisée sur les élections à venir en Afrique. Nous en parlerons davantage tout à l'heure. Mais d'emblée, braquons les projecteurs sur la République démocratique du Congo, qui est nul doute le meilleur cas d'étude quand il s'agit de la gouvernance en Afrique. Au-delà de la politique et des élections, le pays est confronté à de sempiternels conflits, de même qu'à la pauvreté, alors qu'il regorge d'énormes ressources naturelles. Le cas congolais avec Nicolas Pinault. De Goma à Kinshasa, la capitale, des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour s'opposer à toute modification de la Constitution en vue des élections de 2016. Élu en 2006 puis réélu, le président Joseph Kabila ne peut théoriquement plus se représenter à moins de modifier la loi fondamentale. Plus que cette éventualité, les opposants dénoncent sa mauvaise gestion du pays. Il n'y a rien de bon. Les Congolais n'ont pas d'habitat. L'éducation, c'est nul. La politique, la santé, zéro. Il n'y a rien du tout. L'instabilité constitutionnelle est l'un des facteurs de la mauvaise gouvernance. Sans dévoiler ses intentions en vue de la présidentielle, Joseph Kabila a promis à la tribune de l'ONU de respecter le calendrier électoral dans son pays. La consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente. Sur le plan économique, les Congolais ne profitent toujours pas des immenses ressources naturelles du pays. Malgré le barrage d'Inga, seul un Congolais sur 10 a accès à l'électricité selon la Banque mondiale. Que dire des mines toujours exploitées dans leur majorité par des groupes rebelles dans les Kivu. Et au Katanga, l'AGECAMINE a perdu son dirigeant renvoyé par décret présidentiel suite à un scandale de surfacturation de plus de 13 millions de dollars. Autant de défis qui nourrissent la méfiance vis-à-vis des dirigeants congolais. La RDC se classe 154e sur 177 selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International. Difficile donc de garder confiance dans les institutions du pays quand la mauvaise gouvernance est criante. Même les futurs hauts fonctionnaires du pays le reconnaissent. J'ai trouvé une fonction publique qui n'est pas équipée. Ça m'a beaucoup tiqué le cœur. Deuxième des choses, j'ai trouvé un personnel qui n'est pas motivé. À tel point que vous ne sentez pas vraiment l'engagement de personnel pour la fonction publique. Selon la fondation Mo Ibrahim, la RDC se classe 47e en matière de bonne gouvernance en Afrique. L'insécurité et le non-respect de la loi expliquent ce mauvais classement. Des mots bien trop fréquents sur le continent africain. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique. Merci bien Nicolas. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir nos deux invités. Avec moi sur ce plateau, le docteur Christophe Fomunieu, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, le NDI, basé à Washington. Et en direct de Bruxelles via Skype, Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales et analyste des questions politiques, notamment de la RDC. D'autres repères rapides sur l'indice Mo Ibrahim de cette année. Nicolas vient de nous faire état de la situation en RDC. Pour la Fondation, le niveau global de gouvernance en Afrique a progressé entre 2009 et 2013. Il y a eu de bons résultats sur les questions de développement humain et sur la participation à la vie politique. L'Afrique de l'Ouest progresse le plus avec la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger faisant des gains importants. Mais Mo Ibrahim lui-même a vite fait ressortir que même si le tableau général a bonne allure, il faut rester vigilant et ne pas céder à la complaisance.
Partagez-vous cet avis, Dr Fomugno? Oui, je le partage, surtout que, comme nous le savons, la démocratie n'est jamais un œuvre achevée. Il faut toujours la travailler au quotidien, la protéger également pour que les espaces de participation soient garantis dans l'ensemble des pays. Henri, vous avez également parcouru cet indice Mo Ibrahim. Quels sont les points saillants que vous avez retenus? Je crois qu'il faut rappeler que cet indice s'articule autour de 4 critères fondamentaux. Le premier étant naturellement tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité et l'état de droit. Le second concerne bien évidemment la participation et les droits de l'homme. Le troisième critère étant le développement économique durable. Et enfin, le dernier concerne ni plus ni moins que le développement humain. Alors, force est de remarquer que quand vous prenez le haut du tableau de ce classement, vous noterez que ce sont des pays qui n'ont pas vraiment de problème de politique intérieure, ni de conflits institutionnels à répétition, tandis que dans le bas du tableau, vous avez effectivement des pays qui sont confrontés à des interférences permanentes du débat politique sur l'activité à la fois économique et sociale, ce qui leur fait perdre en fait énormément de temps pour pouvoir se consacrer ou se concentrer sérieusement sur les priorités. Alors, je le disais, événement qui tombe à pic à Washington. Votre organisme, Dr Fomugno, le NDI, a organisé ce jeudi dans la capitale américaine une table ronde sur les élections cruciales qui se tiendront sur le continent africain en 2015 et 2016. Roger Muntu s'y est rendu ce matin et il nous propose ce petit montage vidéo. Alors, j'espère que nous allons pouvoir visionner cette vidéo de Roger Muntu. Peut-être on y reviendra, Dr Fomugno. D'abord, dites-nous quel était l'objectif de cette table ronde. Oui, vous vous souvenez que ça ne fait pas longtemps que s'est tenu ici sur la place de Washington un grand sommet États-Unis-Afrique au cours duquel il y a eu les différents chefs d'État ont eu à discuter des questions du développement, de la paix et de la sécurité, des affaires, aussi de la gouvernance pour l'avenir. Et nous savons tous que lorsqu'on parle gouvernance, il faut intégrer le volet élection. Et compte tenu du fait que dans les 2 années à venir, près de 30 pays africains auront à tenir des élections nationales, que ce soit présidentielles ou législatives, nous avons estimé que c'était important de réunir les uns et les autres sur la place de Washington pour évoquer effectivement les élections à venir et attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de ces élections. Scrutin décisif, évidemment. Alors, les yeux seront évidemment rivés sur la RDC, mais quels sont les autres pays concernés et en quoi ces rendez-vous électoraux seront-ils déterminants pour le continent? Effectivement, il y a des pays comme le Mozambique qui aura ses élections dans quelques semaines. Il y a le Nigeria qui est le géant de l'Afrique, un pays dans lequel les élections sont prévues pour février 2015. Il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et pas mal d'autres pays qui devront tenir leur élection dans un proche avenir. Alors, toutes nos excuses, évidemment. On voulait voir cette vidéo. Apparemment, maintenant, c'est disponible. Alors, on va suivre cette vidéo montée par Roger Muntu. Nous parlons démocratie, nous parlons démocratisation de l'Afrique, mais en réalité, qu'est-ce que les États-Unis vont faire si ce président se dit « écoutez, moi je m'en fous de ce que les États-Unis pensaient quoi ». Et à mon avis, absolument rien. Quelles seront, d'après Serge, les conséquences si ces élections aboutissent à un échec ou un fiasco, comme on dit? Ça risque de créer des troubles dans la plupart des pays, puisque les attentes des électeurs sont vraiment énormes. Ils veulent vraiment des gouvernements qui représentent leurs aspirations.
Voilà, des échéances électorales dans une vingtaine de pays donc, et dans au moins 5, les présidents ont des mandats qui ne sont plus renouvelables. Henri, avez-vous une idée de ces projets de modification constitutionnelle dont il est question? Quels sont les arguments contre, voire pour, s'il y en a évidemment? Alors, si l'on prend deux cas emblématiques, le Burkina Faso, où le débat tourne autour de l'article 37 de la Constitution, et la RDC autour de l'article 220, nous avons dans un cas un président, en l'occurrence Blaise Compaoré, qui se représente pour la 5e fois, ce n'est pas anodin, et Joseph Kabila qui qui espère, ou en tout cas sa famille politique essaye de le convaincre de briguer un 3e mandat. Alors, il faut savoir que pour ce qui est de la RDC, l'article 220 verrouille cette constitution dans la mesure où elle fait état d'un certain nombre d'articles qui ne peuvent pas être modifiés. En tout cas, certaines dispositions de cette loi fondamentale, ça touche notamment à la durée du mandat, à la forme de l'État et toute une série de questions importantes. Mais on le voit bien, les arguments qui plaident en faveur de cette modification, certains même parlent de changement, c'est d'une part le fait que cette constitution avait été élaborée à l'époque du schéma 1+4, c'est-à-dire à l'époque des belligérants, et qu'aujourd'hui, cette constitution n'est plus du tout adaptée aux réalités. C'est ce que défend en tout cas la famille politique de Joseph Kabila. A contrario, bien évidemment, l'opposition est contre, puisqu'il s'agit de respecter la lettre et l'esprit de cette constitution qui interdit plus de 2 mandats successifs. Alors, ces derniers mois, les États-Unis ont vivement encouragé les chefs d'État africains à respecter les mandats qui leur ont été assignés. Je vous propose de réécouter le commentaire sur la RDC du secrétaire d'État américain John Kerry, peu avant sa tournée africaine en avril dernier. On s'inquiète un peu, oui, certainement, mais j'espère que Kabila verra qu'il faut tenir par la Constitution. Il faut soutenir ceux qui ont la loi. Et j'espère qu'il verra qu'à ce moment, ce sera peut-être pas avisable d'essayer de changer ça pour se servir lui-même. On verra. Jamais. Voilà, pour se servir lui-même. Washington rejette donc tout amendement de la Constitution pour permettre à un président de se maintenir au pouvoir. Docteur Fomunyo, la voix des Américains pèsera-t-elle contre ces tentatives de changement constitutionnel dans ces pays que nous avons évoqués? Oui, je pense que de plus en plus, les Africains se considèrent comme les citoyens du monde. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en Afrique de façon isolée. Donc, chaque pays ne peut pas traiter ses citoyens n'importe comment parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de relations qui jouent et nous passons déjà que sur la question de la bonne gouvernance, les Africains eux-mêmes adhèrent et aspirent à être gouvernés autrement et que les partenaires ne viennent qu'appuyer ce que demandent déjà les Africains eux-mêmes. Voilà, nous allons entamer la deuxième partie de Washington Forum dans un instant. Le temps pour moi de vous signaler que la semaine prochaine, nous reviendrons sur l'Ebola. D'ailleurs, voici un petit message d'intérêt public. Ebola est une maladie très sérieuse, très grave et une maladie mortelle. C'est une maladie qui n'a pas été inventée par les Occidentaux, exterminer la population africaine. Nous avons toujours vécu avec les virus. Ça fait partie de l'écosystème du monde depuis toujours. Les virus ne discriminent pas contre toutes les races. Donc, il faudrait absolument terrasser ce mythe. Les Occidentaux sont les premiers à se sacrifier, à mettre à la disposition du monde entier les ressources qu'il faut pour lutter contre les maladies. Il n'y a pas de vaccin contre l'Ebola. Il n'y a que la prévention.
Jacques Aristide, de retour avec vous. Merci de votre fidélité. Nous parlons de bonne gouvernance dans Washington Forum. Nos invités, le consultant diplomatique Henri-Désiré Nzouzi et Dr Christophe Fomounieu de l'Institut national démocratique pour les affaires internationales, le NDI. Et maintenant, 4 de vos nombreux commentaires à Facebook. Amadou Diop de Bamako, Mali. Pour pallier à ce grave phénomène de mauvaise gouvernance en Afrique, il faut sanctionner les mauvaises pratiques telles que la corruption, les détournements et veiller à l'application de la loi. Neding Chipeng du Katanga, RDC, la vraie démocratie est le seul remède. Ibrahim Adamou de Niamey, Niger, à l'Occident. Laisser aux Africains leurs richesses naturelles, à l'Afrique, prôner la démocratie, lutter contre les inégalités sociales, favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes et la santé pour tous et combattre l'analphabétisme. Akosan Orsen Dossa d'Abomey-Calavi, Bénin. Dans mon pays, le président veut également changer la constitution. Où va l'Afrique avec ses gouvernants qui prennent le pouvoir pour un trône familial? Avant de retrouver nos invités, je vous propose de réécouter Mo Ibrahim, le président de la fondation qui porte son nom. Nicolas Pineau l'avait rencontré en août dernier lors de son passage à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. On note que 94% des Africains aujourd'hui vivent sous des meilleurs gouvernements que 10 ans auparavant. C'est la mesure de la bonne gouvernance, donc on avance. La bonne gouvernance progresse et c'est ça la bonne nouvelle concernant l'Afrique. Voilà, Mo Ibrahim, plutôt optimiste quant à la bonne gouvernance en Afrique. Toutefois, la plupart des personnes qui ont pris part à ce débat sur notre page Facebook disent ne pas voir dans leur pays de tels changements positifs. Henri, peut-on leur convaincre du contraire ? Je crois que c'est difficile dans la mesure où les populations sont confrontées au quotidien à la réalité, la dure réalité, les vicissitudes de la vie. Je crois que mesurer le niveau ou le degré de gouvernance à partir d'un bureau climatisé, sous quelque latitude que ce soit, ne me paraît pas toujours être la meilleure idée. Il faut, je pense, être confronté au quotidien à ces mêmes réalités sur le terrain pour pouvoir palper du doigt ce qui va et ce qui ne marche pas. Et donc, estimer que 94% des Africains vivent un peu mieux à cause de cette bonne gouvernance, je pense que je serais d'avis de relativiser cette proportion. D'abord parce que les pays ne vivent pas les mêmes réalités. Ensuite parce que vous avez des systèmes politiques tout à fait différents. Et la perception même de la bonne gouvernance évolue selon que vous vous trouviez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au Maghreb ou en Afrique australe. Et je pense que le dernier rapport le montre très clairement. Alors, la corruption et les conflits sont des obstacles majeurs au développement dans pas mal de pays africains. Docteur Fomounieu, comment peut-on donc améliorer la bonne gouvernance en Afrique pour aider à combattre ces maux? Je dirais tout d'abord que, effectivement, pour confirmer ce que vient de dire Henri, la perception d'une amélioration dans la bonne gouvernance en Afrique peut être réelle. Mais le problème, c'est que très souvent, certains de nos pays n'arrivent pas à consolider les acquis. Parce que si vous voyez les 5 ou 6 pays dans lesquels les chefs d'État essaient de modifier des constitutions, c'est des pays qui ont connu quand même certaines avancées sur le plan économique et politique pendant les 5 ou 10 dernières années. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que les chefs veulent modifier les constitutions, effectivement, on commence à sentir une certaine instabilité. Et c'est cette instabilité, cette incapacité à consolider les acquis qui irrite un peu les citoyens ordinaires qui se disent, mais à cette allure, on ira de crise à crise, de crise à perpétuité, et je n'aurai pas l'opportunité vraiment de vivre dans une démocratie assez consolidée. Mais maintenant, pour se battre contre la corruption et les autres maux qui minent la démocratie, je crois qu'il faut créer des espaces de participation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers le continent, nous avons des organisations de la société civile, des différentes associations qui se battent au quotidien contre la corruption et les autres maux. Alors, si ces espaces de participation citoyenne sont garantis, sont maintenus, effectivement, les Africains vont s'approprier du processus de démocratisation et on verra effectivement une amélioration et une consolidation de la démocratie à travers le continent.
Alors revenons à la pauvreté. L'Afrique demeure le continent le plus pauvre de la planète. Manque de nourriture, chômage, absence de soins médicaux de base au moment où l'Afrique de l'Ouest lutte encore contre cette grave épidémie d'Ebola. La vie quotidienne de nombreux Africains est très difficile. Un continent qui abonde pourtant en richesses naturelles, on le disait tout à l'heure pour la République démocratique du Congo, dont l'exploitation ne profite pas à la majorité des habitants. Henri, quand nous parlons de bonne gouvernance, vous conviendrez avec nous qu'il s'agit avant tout d'améliorer la vie de tous les jours des Africains, n'est-ce pas ? Oui, bien évidemment. Il s'agit de donner un espoir et surtout de tracer ou d'offrir en tout cas des perspectives à une population qui est de plus en plus paupérisée. Et le fond du problème, c'est qu'au-delà des taux de croissance tout à fait encourageants auxquels nous assistons, et c'est le cas notamment de la RDC qui va frôler les 9% cette année et l'année prochaine, on a du mal à pouvoir percevoir une répartition équitable de cette croissance, surtout que l'économie congolaise est par essence extravertie, notamment dépendant des industries dites extractives. Cela étant, il faut reconnaître que le gouvernement actuel, dirigé par M. Matata, réussit à stabiliser le cadre macroéconomique. Ça, c'est pour côté court. Côté jardin, le problème, c'est que le Congolais, au quotidien, ne voit pas d'amélioration, si ce n'est dans des secteurs où on peut éventuellement voir la mise en circulation de bus ou l'ouverture de nouveaux chantiers, notamment dans le secteur agricole. Mais le Congo ne se résume pas à Kinshasa, il faut aller dans l'arrière-pays pour se rendre compte de la difficulté qu'ont les populations à pouvoir nouer les deux bouts. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faut une sérieuse reprise en main et une volonté de pouvoir effectivement lutter efficacement contre la pauvreté. Voilà, Henri qui nous tend la perche. Effectivement, Dr Fomunio, le continent connaît la plus forte croissance dans le monde, mais cela ne se traduit pas sur le terrain. Tout à fait, mais j'aimerais aussi qu'on travaille à changer la narrative sur la question de la pauvreté en Afrique. J'aimerais vraiment qu'on cesse de dire que l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est un continent très riche. C'est la mauvaise gestion de nos ressources qui rend les populations pauvres. Je crois qu'il faut changer un peu cette dynamique, ce narratif, pour mettre vraiment la pression sur ceux qui sont appelés à gérer les ressources, pour savoir que c'est eux, ce sont eux qui sont la cause de la pauvreté en Afrique. Mais il n'y a pas de fatalité dans cette pauvreté parce que, effectivement, le continent est très riche. Cela explique pourquoi au jour d'aujourd'hui, les partenaires se bousculent au port de l'Afrique. Chacun veut tirer quand même un morceau pour soi, justement parce que l'Afrique est un continent riche. Mais c'est la mauvaise gestion de nos ressources qui rend la pauvreté assez généralisée ou assez éparpillée parmi les populations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, alors est-il temps également de créer des institutions fiables et équitables pour relever les différents défis auxquels est confronté le continent, qu'il s'agisse de conforter la règle de droit ou de gérer un choc comme Ebola, en fait, comme le demande également la Fondation Mo Ibrahim? Oui, cela explique pourquoi les Africains se battent au quotidien pour la démocratie et la bonne gouvernance. Parce que justement, lorsque vous avez en place des institutions fiables, vous avez en place, par exemple, une Assemblée nationale qui exerce le contrôle parlementaire sur l'exécutif pour garantir la transparence dans la gestion des ressources, effectivement, à ce moment-là, vous pouvez vous garantir, vous aurez des assurances que les ressources du pays seront très bien servies. Lorsque vous avez un gouvernement démocratiquement élu et qui gouverne bien, vous êtes rassuré du fait que les institutions seront en place de manière à pouvoir contrecarrer chaque fois à pouvoir contrer les différents défis de santé ou d'éducation auxquels les pays doivent faire face. Mais dites-nous, comment cela peut se faire, par exemple, dans un pays comme la République centrafricaine, où l'État a échoué, un pays toujours confronté à ce conflit? Et le drame, justement, avec le cas de la République centrafricaine, c'est que c'est aussi un pays très riche en ressources naturelles. C'est un pays qui diamantier, donc on n'a qu'à voir l'exemple du Botswana, par exemple, qui est un autre pays qui produit des diamants et qui a pu gérer ces ressources de façon à faire bénéficier l'ensemble de la population. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, si le Centrafrique se trouve
dans la situation actuelle, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. Et notre espoir et notre souhait, c'est que la présidente de la République, Catherine Samba-Panza, puisse vraiment se battre et qu'on lui apporte tout le soutien nécessaire pour sortir la République centrafricaine de la crise actuelle. Oui, on parle de crise. Alors Henri, que répondez-vous à ces Africains, comme nous l'avons vu sur notre page Facebook, qui croient que des dictatures et des rébellions en Afrique sont souvent soutenues par des forces étrangères? Alors, il est évident que ces pays sont confrontés à ce que l'on appelle les États profonds, c'est-à-dire que dans les relations avec l'Occident, ce ne sont pas les gouvernements qui sont en première ligne qui tirent les ficelles ou qui, en tout cas, ont la décision. Ce sont des lobbies, des multinationales, des réseaux de complaisance et d'intérêts qui ont un intérêt majeur à ce que certaines zones du continent soient effectivement déstabilisées pour tirer profit de ce chaos et donc exploiter les richesses. Mais cela étant, ce n'est pas une excuse, dans la mesure où aujourd'hui, force est de le remarquer, dans certains pays, c'est une absence de contre-pouvoir à laquelle nous assistons. En fait, pour donner un exemple très simple en matière de bonne gouvernance, lorsque vous avez des institutions qui sont chargées de lutter contre la corruption, ces institutions n'ont aucun pouvoir contraignant lorsque des abus sont observés dans le chef des gouvernants. Il est bien évident par ailleurs que les situations de crise et de conflit aggravent cette situation puisque les zones de non-droit se mettent en place et parfois de manière tout à fait complaisante, eh bien, les États laissent faire, espérant une providentielle intervention de la communauté internationale. Je dirais qu'à ce niveau-là, il y a une part de responsabilité qui est partagée, mais je pense que le plus fondamental, me semble-t-il, c'est de pouvoir créer dans ces différentes zones les conditions d'un dialogue qui puisse aller dans le sens des intérêts des populations. Docteur Fomouniou, vous partagez cet avis. Il y a des institutions, mais qui comme Henri vient de le dire, qui ne sont pas assez fortes, qui n'ont pas de dents, comme par exemple des organismes anticorruption. Oui, justement, parce que ceux qui mettent en place ces institutions n'ont pas envie de leur donner les moyens, les ressources nécessaires pour faire leur travail. Donc, c'est une question de conviction. On ne peut pas avoir la démocratie sans des démocrates. Et dans les pays africains où il y a des démocrates qui sont aux affaires, effectivement, on sent que les institutions se mettent en place et que ces pays-là marchent. Contrairement, dans d'autres pays où la démocratie, c'est seulement d'excuses rhétoriques, on parle beaucoup de la démocratie, mais on ne fait rien pour la consolider. Effectivement, on voit que l'État n'est pas en mesure de rendre satisfaction aux besoins de ces populations. Oui. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, très rapidement maintenant, qu'il faut changer tout le langage. On parlait de pauvreté, donc il faut changer le verbe. Vous êtes un homme optimiste pour le continent? Je reste très optimiste pour le continent parce qu'il y a d'abord la matière, il y a les ressources matérielles, mais il y a surtout la jeunesse africaine qui est une jeunesse montante. Au jour d'aujourd'hui, la démographie en Afrique est très favorable à la population jeune et nous sommes le continent le plus jeune du monde. Ce qui voudrait dire que si à cette allure on réussit à maintenir nos processus de démocratisation dans les différents pays, dans les 5 à 10 ans à venir, vraiment, l'Afrique pourra s'en sortir. Et je reste très optimiste quant à la participation des jeunes et des femmes africaines. Et Henri, très rapidement, vous pensez aussi qu'on va pouvoir relever tous ces défis sur le continent ? Moi, j'ai simplement un petit message à l'attention de tous les chefs d'État touchés par la limitation de leur mandat, en leur demandant tout simplement de préparer soigneusement leur sortie pour mieux entrer dans l'histoire, parce que ça leur évitera d'agoniser dans le caniveau de l'histoire. Voilà. Nous espérons que ce message va passer effectivement. Voilà, merci à nos invités, le docteur Christophe Fomouniou, directeur régional pour l'Afrique au NDI, et Henri-Désiré Nzouzi, expert en relations internationales, qui nous rejoignait de Bruxelles. Comme d'hab, mon petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes confrères de Vox Africa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.